où la vie y est dure. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Notre sujet de ce soir, c'est la gouvernance de la globalisation. Pour partir d'une réalité que, je crois, nous connaissons tous, notre monde est entré, depuis quelques décennies, dans une phase de globalisation rapide, dont la maîtrise politique suppose de nouvelles formes d'action collective. Autrement dit, de nouveaux systèmes de pouvoir, de nouveaux systèmes de gouvernance. Force est, je crois, de constater que ces nouvelles formes se font attendre, au risque de créer des équilibres qui peuvent être dangereux entre les effets positifs de cette globalisation, et il y en a, et je vais y revenir, et ces effets négatifs, car il y en a aussi. Il est donc, je crois, très important pour notre avenir, et peut-être de manière encore plus importante pour ceux de nos enfants, de nos petits-enfants, d'essayer de remédier à, je crois, être un déficit de gouvernance globale, voire même, si on se penche sur ce qui s'est passé dans les temps récents, une panne de la gouvernance globale. Et c'est ce point, ce sujet, que je vais développer en prélude à notre échange de ce soir. Qu'est-ce que la globalisation? En quelques mots, c'est une phase historique du capitalisme de marché, une phase d'expansion de ce système. Il y a eu d'autres phases d'expansion du marché, parfois en provenance de l'Occident, parfois en provenance d'ailleurs. L'année 2012 qui a vu la production économique des pays en développement dépasser pour la première fois, dit-on, celle des pays développés, ne fait que rejoindre au moment du XVIIe ou du XVIIIe siècle, où ce qu'on considère aujourd'hui comme des pays émergents étaient des pays économiquement plus développés que l'Occident. Donc il y a eu des phases de globalisation, de mondialisation, mais jamais dans l'histoire de l'humanité de manière aussi forte, aussi rapide et aussi complète que dans les temps contemporains. Le moteur de ce processus est bien connu, c'est la technologie, en ce que les progrès, les sauts technologiques réduisent de manière extrêmement forte et rapide le coût de la distance. Ce fut le cas quand, dans le passé, on commençait à construire des bateaux qui pouvaient traverser les océans. Ça a été le cas quand les bateaux sont passés de la voile à la vapeur. Ça a été le cas au moment de l'invention de l'électricité. Eh bien, c'est le cas depuis une vingtaine d'années, en fonction de deux grandes inventions, qui d'ailleurs n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, on y pense souvent, ce sont les technologies d'information. La deuxième, on n'y pense pas souvent, mais elle a eu autant d'importance en quelque sorte pour la puissance de ces globalisations, c'est l'invention du conteneur. Et donc ces progrès techniques aboutissent, provoquent une formidable réduction du coût de la distance, en ceci favorisant l'échange international qui, jusqu'à présent, pouvait se trouver contraint par des coûts qui consistent à transporter, par des coûts qui consistent à pénétrer des marchés, par des coûts qui consistent à interpréter ou connaître les habitudes des consommateurs sur d'autres marchés. Ceci a pour effet d'abord, comme dans les périodes passées, de favoriser l'expansion de l'échange international. Il suffit de voir l'expansion du volume de l'échange international depuis un certain nombre de décennies. Et peut-être de manière plus originale cette fois-ci, de remanier profondément les structures de l'économie internationale, notamment parce que cet écrasement du coût de la distance
permet une multilocalisation des activités de production, qu'il s'agisse de production de biens ou qu'il s'agisse de production de services. En gros, dans le temps, on produisait quelque chose dans un pays et puis on l'exportait dans un autre pays. Alors c'est une exportation dans un sens, une importation dans l'autre. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui fait l'objet de l'échange international, encore une fois qu'il s'agisse de biens ou de services, sont des morceaux, sont des segments, sont des parties des processus de production. En gros, aujourd'hui, 2/3 du commerce international est fait de produits intermédiaires, de composants, et les processus de production sont en moyenne maintenant localisés dans 4 ou 5 pays différents. Et ceci est évidemment un processus qui conduit à une interpénétration, à une interconnexion beaucoup plus forte des systèmes économiques et, dans une certaine mesure, des systèmes sociaux que par le passé. Cette globalisation a des effets extrêmement positifs, des effets d'efficience, des effets qui permettent davantage de croissance et donc de réduction de la pauvreté. Et de fait, elle a provoqué une impressionnante réduction du niveau absolu de pauvreté, notamment dans ce qu'on appelle les pays émergents. Elle a évidemment aussi des effets négatifs. C'est plus volatile, c'est plus instable, un certain nombre de crises se propagent plus vite. Il suffit de voir ce qui s'est passé à partir de 2008. Et je parle dans un pays que cette crise a sérieusement heurté, pour savoir que c'est un système très efficace et, au fond, très instable. Réduction de la pauvreté d'un côté, mais aussi, il suffit de regarder les chiffres, augmentation des inégalités d'un autre côté. Finalement, ce système est assez conforme à la théorie qu'on avait fait dans le passé des économistes comme Ricardo Schumpeter, Ricardo qui expliquait pourquoi la spécialisation internationale crée de la valeur, parce que si vous faites quelque chose mieux que moi et que je fais quelque chose mieux que vous, nous avons un intérêt objectif à échange, je vais bénéficier de ce que vous faites mieux que moi, vous allez bénéficier de ce que je fais mieux que vous, d'où un jeu d'échange qui est gagnant pour les différents partenaires, mais évidemment aussi ce que M. Schumpeter avait fort bien expliqué, qui est que ceci provoque des chocs de compétition, de concurrence, et que ces chocs de concurrence remanient très profondément les systèmes économiques et sociaux antérieurs. D'un certain point de vue, cette globalisation n'a pas besoin d'une théorie nouvelle. La théorie de la globalisation, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, a été fort bien écrite au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, à un temps où elle n'avait pas pris les formes aujourd'hui. C'est un peu comme en cosmologie, quand les scientifiques imaginent qu'il devrait quelque part y avoir une étoile, personne ne la voit, et quelques siècles plus tard, grâce au progrès de la technologie, on la voit. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour la globalisation. Évidemment, ceci pose des problèmes de maîtrise, des problèmes de gouvernance, parce que ceci entraîne des turbulences qui inévitablement affectent les populations, et donc sont l'objet d'un débat et de processus politiques. Une grande partie des problèmes que pose la globalisation, et notamment cette augmentation des inégalités, ce que les sociologues du travail appellent aujourd'hui le précariat, par opposition à ce que fut le prolétariat dans la période de révolution industrielle à la fin du XIXe. Une grande partie de ces problèmes ne soulève pas d'abord de questions globales. Si on regarde le problème des inégalités, par exemple, on sait très bien que la lutte contre l'inégalité correspond d'abord à des problèmes locaux, à des systèmes d'éducation, à des systèmes de taxation, à des systèmes de redistribution, à des systèmes d'encadrement par la politique de ces phénomènes. Et chacun sait que le problème de l'éducation n'est pas un problème qu'on va régler au plan global. Donc une grande partie de ces questions, il faut désosser un peu les conséquences dans le détail, ce que je n'ai pas le temps de faire pour s'en rendre compte. Une grande partie de ces problèmes sont de nature locale, et le traitement politique de ces problèmes, c'est d'abord un problème local. Mais une partie des problèmes que pose la globalisation
Et de nature globale, il suffit de penser aux questions environnementales, qui sont un parfait exemple de problème global. Il suffit de penser aux questions de santé, de contagion, de pandémie, de maladies transmissibles. Il suffit de penser à tout ce qui est la régulation de l'échange international, et notamment dans le cadre multilatéral. Donc, un certain nombre de ces questions sont d'ordre global, et c'est là que nous butons, à mon sens, sur ce qu'il faut bien appeler un déficit de gouvernance globale. Pourquoi ce déficit? Pas parce qu'il n'y a pas un système international. Il y a un système international, inter-national, entre nations. Ce système existe, simplement il est fondé sur une base théorique, idéologique, qui est celle de la souveraineté des États-nations, principe acté en 1648 à la fin de la paix de Westphalie, qui a été longuement négocié à l'époque. Je ne reviens pas sur les circonstances historiques, mais disons, à l'époque, on a décidé que le fondement du système international, c'était la souveraineté d'États-nations indépendants. Et donc, depuis ce moment, et encore aujourd'hui, le système international est basé sur l'idée qu'il y a des molécules de souveraineté indépendante et que ces molécules ne peuvent s'agréger à partir d'un mouvement assez brownien, ne peuvent s'agréger qu'en fonction de leur propre volonté. Et ce système, au fond, assimile des États-nations dans une société internationale à ce qui se passe dans une société humaine, dans une communauté humaine, où les individus sont libres de contracter ou de ne pas contracter des obligations les uns vis-à-vis des autres. Donc ils peuvent contracter, mais ils peuvent aussi, si je puis dire, décontracter ces obligations, éventuellement en payant un certain prix, mais le système international a été basé sur ce même principe. Or, cette gouvernance globale, ainsi fondée sur ce principe westphalien, bute par rapport aux autres systèmes de gouvernance sur un certain nombre de difficultés intrinsèques, structurelles, si je puis dire. Si vous comparez la gouvernance internationale à celle d'un pays, ou à celle d'une entreprise, ou à celle du club de football du coin, elle a des problèmes que chacune de ces autres formes de gouvernance que je viens d'évoquer n'a pas. Et le problème essentiel, son problème essentiel, c'est la légitimité. En ce sens que, pour des raisons que je n'ai pas besoin de développer à Athènes, parce que c'est là que cette pensée a été créée à l'époque, pour des raisons toutes simples, qui sont que le pouvoir philosophiquement doit être proche de celui avec lesquels, par lesquels et pour lesquels il s'exerce, c'est-à-dire le peuple. Cette bonne vieille idée que la subsidiarité est un principe de philosophie politique fondamentale, qui est un principe auquel d'ailleurs j'adhère personnellement tout à fait, pose évidemment des problèmes compliqués.